Bonsoir Guillaume Barnier. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous dans notre émission en tant que témoin ce soir. On a beaucoup de questions aussi pour vous à vous poser, mais je vais d'abord donner la parole à Coralie. On va démarrer, Coralie, bien évidemment, par un sujet plus brûlant. Tout de suite, comme ça après, on parle d'autre chose. Exactement, c'est l'examen par la Cour de cassation de la requête de Franck Proust, qui a été condamné dans l'affaire de la CNIM, notamment à 5 ans d'inéligibilité. Alors là, l'examen de ce recours s'est déroulé la semaine dernière et on a compris que que le rapporteur public avait rejeté l'idée du délai raisonnable, c'est-à-dire qu'entre les faits qui seraient commis et le jugement, c'était trop long et ça ne pouvait pas tenir. Vous, quand vous avez entendu cette requête et que vous avez assisté à cette audience, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que ça chauffe ou je peux encore être optimiste? Alors, je me suis déjà dit que je n'avais pas assisté à cette audience, oui. Puisque c'était... Mais vous avez eu des comptes rendus, en tout cas. La Cour de cassation qui était même pas, puisqu'effectivement, c'était une audience purement formelle, la procédure étant écrite devant la Cour de cassation. On n'a rien appris mercredi dernier. Les conclusions de l'avocat général, on les avait depuis de longues semaines. Il n'est absolument pas surprenant dans cette affaire que le ministère public, l'avocat général représente le plus haut niveau du parquet devant la Cour de cassation, que l'avocat général propose la confirmation de l'arrêt de la Cour d'appel, puisque vous étiez présent devant la Cour d'appel de Nîmes et le parquet avait requis en des termes particulièrement fermes à l'encontre de tous les prévenus. Donc aucune surprise de ce point de vue-là et on attend avec toujours sérénité la décision le 5 avril prochain. Alors, on sait que dans 90% des cas, les juges suivent l'avis de l'avocat général. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Si j'ai 10% de chance de gagner au loto, je joue. Très franchement, vous jouez au loto ? Non, je ne joue pas au loto, mais ces statistiques ne veulent pas dire grand-chose. 90% de quoi, quand, toute chambre confondue, devant la chambre criminelle, les choses sont différentes. Et puis, il y a un argument de droit parmi tant d'autres qui est un véritable argument et qui mobilisera les juges. La décision n'est sans doute pas prise à cette heure-ci encore. On a de vraies chances d'obtenir l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel. On fait du droit, c'est un travail de juriste et on attend la décision le 5 avril, encore une fois. Pas de nouveauté. Une dernière question, Coralie. Ouais. Et si le 5 avril d'aventure s'était confirmé, est-ce qu'il vous reste d'autres voies de recours et est-ce qu'elles sont suspensives? Parce que forcément, derrière l'histoire de la CNIM, aujourd'hui, Franck Proust, il est président de Nîmes Métropole, une collectivité qui exerce beaucoup de services publics et qui concerne beaucoup de Nîmois et plus largement les habitants de 39 communes du territoire. Donc forcément, cette question, elle est importante. Donc est-ce qu'il y a d'autres voies de recours et est-ce que ce serait suspensif? Alors, sur la question de Franck Proust, il lui appartiendra de vous répondre, encore une fois, sur ce qu'il pourrait faire et pas faire, mais en droit interne, les voies de droit seront épuisées dès l'arrêt de la Cour de cassation. Restera potentiellement des procédures, eu égard notamment à la question du délai déraisonnable devant la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ces procédures ne sont pas suspensives et n'ont évidemment aucun lien avec la condamnation définitive qui pourrait effectivement, si elle était confirmée, mais on n'en est pas là, loin de là, une éventuelle... Mais c'est un scénario qui est plausible, d'accord. Guillaume Barnier, vous êtes avec nous également ce soir pour évoquer les contentieux que rencontrent de plus en plus souvent les élus. C'est en cela que ça nous a intéressé de vous avoir avec nous ce soir, notamment en matière d'urbanisme, mais aussi dans les griefs avec les administrés. Est-ce que, d'ailleurs, vous considérez qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de procédures contre les élus, contre les maires pour des questions d'urbanisme ou de griefs avec des administrés ? Alors, je crois qu'il faut relativiser. Il n'y a pas plus de procédures nommément contre les maires. Il y a effectivement un accroissement du contentieux sur la légalité des décisions qui sont prises par les élus, parce que notre société est aujourd'hui excessive à tous égards et la justice en fait également partie. Aujourd'hui, il y a un accès au juge administratif qui est bien plus important que ce qu'il l'était il y a un certain nombre d'années. Effectivement, on voit une recrudescence des procès administratifs en matière d'urbanisme, en matière de fonction publique, en matière de contrats publics, qui sont évidemment plus importantes que... Vous êtes en exercice depuis 10 ans dans un cabinet assez important aujourd'hui à Nîmes. C'est sur quelles affaires que vous êtes le plus sollicité ? Alors nous, on intervient énormément effectivement en droit de l'urbanisme parce que c'est la seule grande compétence qui reste. Ce sont des sujets d'ampleur et puis la ville de Nîmes est une ville qui aujourd'hui
est en plein boom du point de vue du droit de l'urbanisme. On constate, nous, professionnels du droit et tout professionnel de l'immobilier confondu, que le marché montpelliérain, c'est largement touché. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de promoteurs arriver à Nîmes et beaucoup de projets, avec une municipalité qui est aussi dynamique sur des projets d'aménagement importants. Il y a des projets structurants entre le stade d'un côté, le Palais des Congrès, la ZAC du Mas-Lombard à l'est. Bref, il y a de grands projets. Parc Jacques Chirac. Voilà, le parc Jacques Chirac qui sont des signaux positifs pour les D'ailleurs, il y a un professionnels de contentieux en l'immobilier. cours, je crois, sur le Palais des Congrès, avec des habitants qui habitent à proximité. J'ai entendu cela, mais je ne peux pas vous parler de ce contentieux puisque je ne le connais pas. Comment vous accompagnez, vous, les élus? Est-ce que vous proposez, je ne sais pas moi, des programmes de formation, notamment des services techniques, des services d'urbanisme, pour leur dire attention, il faut être vigilant sur ces questions-là, il y a ces aspects-là normatifs sur lesquels vous avez une obligation aujourd'hui, Est-ce qu'il y a, et oui, peut-être un que volet l'information, prévention vous ne l'avez pas? Alors évidemment, il y a nous on intervient aux côtés des élus beaucoup au conseil, plus d'ailleurs au conseil qu'au contentieux, surtout avec les petites collectivités territoriales. Petites, c'est pas péjoratif. Oui, parce qu'ils n'ont pas forcément de service juridique. En termes d'effectifs, les plus grosses collectivités ont toujours des services juridiques. La ville de Nîmes a évidemment son service juridique, la communauté d'agglomération aussi, mais même des villes comme Alès les ont aussi. Alors nous, on intervient beaucoup en tant qu'un peu que support. On a des missions d'assistance où effectivement on est interrogé par les services instructeurs parfois qui nous disent écoutez, là on touche un peu nos limites, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit délivrer un permis? Est-ce qu'on ne doit pas le délivrer? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Ces questions-là se posent aujourd'hui, bien sûr. clairement. Ces questions-là se posent, bien sûr. Les sociétaires, est-ce qu'il y a des questions? Jean-Baptiste? Oui, il y a une question, c'est un regard juridique et peut-être aussi un peu plus large sur justement, on parlait des élus qui rencontrent des soucis avec leurs administrés. Qu'est-ce que vous pensez de l'arsenal juridique aujourd'hui qui condamne ceux qui s'en prennent aux élus, ceux qui les apostrophent violemment, que ce soit verbalement ou physiquement? D'ailleurs, on avait un bon exemple avec le maire de Manduel qui était sur ce récemment, plateau, d'ailleurs. Les exemples se multiplient gravement. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que cet arsenal juridique est assez dissuasif? Alors, je crois que l'arsenal juridique en France, c'est pas le problème. Ça, on a les moyens quand on veut faire de la répression de l'affaire. Et d'ailleurs, la décision qui a été rendue dans l'affaire de Jean-Jacques Grana est quand même un bon exemple de cela, puisque de sévérité, de sévérité et d'écoute de la parole de l'élu, parce que moi, je suis intervenu dans ses intérêts et j'ai porté sa parole à l'audience. Et on a demandé le prononcé d'une mesure d'éloignement, que la personne qui a été condamnée soit interdite de séjour à Manduel, mesure qui n'a pas été demandée par le parquet d'ailleurs dans ce dossier, et que le président a suivi. Il a condamné ce monsieur à ne plus revenir sur le territoire de Manduel. Là, on a un bon exemple d'une condamnation qui a vraiment une vraie incidence. Au-delà de la peine d'emprisonnement avec sursis, de l'amende qui a été prononcée, on vient dire à quelqu'un qui a atteint une personnalité publique dans l'exercice de ses fonctions et parce qu'il est maire de Manduel, on est venu lui dire « Monsieur, vous n'avez plus rien à faire sur le territoire de la commune de ce maire ». C'est une réponse que j'ai trouvée appropriée. Ahmed. Et peut-être juste la deuxième partie de la question, c'est sur éventuellement des mesures plus dissuasives, plus préventives qui s'imposeraient aujourd'hui, qu'on pourrait mettre en place. Aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler, c'est que les maires sont autorités de police, déjà eux-mêmes quand même, donc ils ont des moyens. Pour la plupart d'entre eux, ils ont des polices municipales avec eux, et ils ont les moyens d'agir. Après, un maire reste un citoyen comme un autre, et c'est la justice qui doit faire son travail lorsque les limites sont franchies. Ahmed. Alors, moi, ma question, elle va plus porter sur, et je pense que vous partagerez mon avis, sur la responsabilité pénale des élus, qui aujourd'hui est une vraie difficulté pour les élus, notamment les petits élus dans les petites collectivités. Parce que, en fait, pour exposer rapidement le problème, donc il y a une nouvelle définition du conflit d'intérêts et, en fait, grosso modo, dès lors qu'un élu fait partie d'une association et qui vote la délibération au conseil municipal, il se retrouve dans cette difficulté-là. Et donc, pour préparer les conseils municipaux, enfin l'ensemble des assemblées délibérantes, on a un bal de sortie de salle, etc. Voilà. Et donc, ça ralentit d'un côté l'activité des collectivités, avec beaucoup d'élus qui se posent aussi la question de savoir si, en fait, est-ce qu'ils vont... qui posent la question de leur maintien dans la fonction. Et oui, du risque. Et d'ailleurs, on a de moins en moins aujourd'hui de personnes qui veulent devenir maire ou qui veulent dans les petites communes, s'engager en tant qu'élu. Guillaume Barnier.
Je partage à 2000% votre point de vue et je le regrette très vivement. Je crois qu'il y a vraiment un avant et un après affaire Cahuzac en France, où on a des institutions qui ont été créées. Je pense notamment au parquet national financier, qui aujourd'hui font peur, clairement, sans porter de jugement de valeur. On a eu quand même l'exemple en France de ce qu'une autorité judiciaire, le procureur national financier, a influé sur la campagne présidentielle, la dernière, d'une manière ou d'une autre, mais en mettant en examen François Fillon, clairement, il a influé sur la campagne présidentielle. Je crois qu'il y a ce premier volet-là qui est important et qui fait qu'il y a de vraies craintes des élus. Et je crois qu'aujourd'hui, le législateur, ça c'est mon point de vue strictement personnel, va beaucoup trop loin. Parce qu'aujourd'hui, vous avez pris l'exemple, c'est pas normal. Pourquoi on part du principe qu'on ferait mal en demandant à quelqu'un qui est président, par exemple, d'une société d'économie mixte, d'une société publique locale, qui est également élu au sein du conseil municipal, de ne pas prendre part au vote d'une délibération qui concerne cette société. Je veux dire, on est dans des intérêts, pas d'accord. Ouais. on est dans des intérêts publics qui sont strictement confondus. Je suis président d'une société parce que je suis élu. Non, c'est pas ça. C'est que je pense que si cette loi aussi elle existe, alors j'ai pas la prétention d'être avocate, hein, c'est au fur et à mesure de ce qu'on a vu. Non, mais parce que bon, l'affaire du diamant noir, c'était un peu ça. Jean-Paul Fournier n'était pas sorti. Il y a eu cette délibération sur l'adduction d'eau. Et au-delà, attendez juste. Au-delà de ça, par exemple, Bernard Engelras, qui aujourd'hui est vice-président du pôle développement durable de Nîmes Métropole, on a pensé à lui un temps pour être directeur du CITOM, donc de l'incinérateur, et il se trouve qu'il avait un terrain qui était pas loin. Et ce qu'a préféré d'ailleurs faire Franck Proust avec son directeur de cabinet, c'est de dire non, Bernard Engelras, on va plutôt l'affecter à autre chose, parce qu'il serait toujours soupçonné peut-être de prendre des décisions au sein de ce syndicat qui influeraient sur ses intérêts privés. On peut comprendre aussi le sens de cette. Je suis totalement d'accord avec vous. On parle d'intérêts privés. Quand c'est des intérêts privés qui sont en jeu, on le comprend bien. On est dans un temps où il faut clairement séparer les choses et je pense que c'est très bien. C'est pour ça qu'il Mais sortent. par contre, on prenait l'exemple de celui qui est président d'une association, d'un satellite, deux intérêts d'une publics association à qui se but non lucratif, confondent. par exemple. Enfin, je veux dire, il y a des collectivités qui donnent des subventions quand même. peut partir Regardez de ce avec les postulat. clubs féminins aujourd'hui. Enfin, Mais Allez, juste un pour dernier mot compléter, rapidement. en fait, parce que le diamant noir, c'est pas le bon exemple, parce que là, on est sur une collectivité Nîmes où il y a un service juridique, il y a des conseils, etc., pour accompagner les maires. Moi, c'est vraiment les petites communes où le maire est à la fois le président de l'association, le président du comité des fêtes, c'est-à-dire le citoyen le plus investi, et qui, dans les conseils municipaux, est celui sur les délibérations en question qui est le plus à même de défendre la délibération et les positions. C'est plus sur ce secteur-là. Peut-être un tout dernier mot avec vous, Guillaume Barnier, un peu sur l'absurdité quelquefois des normes, des nouvelles lois du législateur. Est-ce que quelquefois vous vous dites quelque chose qui est complètement déconnecté des réalités de terrain et on se retrouve dans des situations, on peut évoquer le cas gardois parce que on est face à des obligations liées au risque incendie, au risque inondation, aujourd'hui avec l'environnement, notamment et les compensations environnementales, parce qu'à un moment donné on se dit, et on dit à l'élu, vaut mieux pas construire. Vous prêchez un convaincu. Je trouve que effectivement, et je prêche contre ma propre paroisse parce que plus il y a de normes, plus l'avocat est consulté, très honnêtement. Mais effectivement, il y a un empilement de normes qui devient totalement déraisonnable, qui est issu de Bruxelles, de l'Union européenne d'abord à la base, et puis en France, on a quand même une capacité effectivement à empiler les textes et à se retrouver dans des situations qui ne parlent pas au commun des mortels. Mais nous, on se retrouve en réunion parfois avec des services de l'État. Différentes directions des services de l'État qui se contredisent les unes avec les autres. Parce qu'elles défendent des intérêts contradictoires. C'est assez surprenant quand vous vous retrouvez confronté à ce type de situation pour la première fois. Merci beaucoup, Guillaume Barnier.